Je m'appelle Mireille Labrie, je suis une des, dans le fond, co-responsables du Fonds Collège Industrie pour l'innovation ici à la FCI. Avec moi, j'ai ma collègue Claudia Fall, qui est l'autre co-responsable du Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Nous sommes toutes deux chargées de programme à la FCI. Et j'ai aussi Ryan Gill, qui est l'agent de programme qui pour le moment est assigné avec nous dans l'équipe du Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Également en ligne avec nous, vous pouvez constater la présence de Danny Bussière, qui est conseiller au bureau de gestion des projets d'infrastructure du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Donc, on a pris pour acquis que la majorité des participants aujourd'hui dans la session francophone allait probablement provenir du Québec. Donc, Danny va pouvoir dire quelques mots un petit peu plus tard dans la séance à propos du processus qui est spécifique au Québec. Vous avez tout en haut de l'écran, justement, si vous voyez mon curseur, deux documents. Vous pouvez télécharger la présentation d'aujourd'hui et aussi la présentation que M. Bussière nous a fournie, qui détaille, dans le fond, le processus du côté Québec. Donc, la présentation aujourd'hui va durer environ 45 minutes. Comme on est un tout petit groupe et comme je l'ai indiqué dans la boîte de clavardage, on va vous permettre, dans le fond, d'utiliser vos microphones pour poser des questions si vous en avez. Si vous vous sentez plus confortable, vous pouvez le faire via la boîte de clavardage. On va également y répondre. Ce que je vous demanderais, par contre, comme on va vous ouvrir le privilège des microphones, évidemment, utilisez la petite boîte qui est en haut pour indiquer que vous voulez poser des questions, puis on va gérer les questions comme ça. Et si vous laissez votre microphone ouvert, soit assurez-vous d'être silencieux, sinon mettez-le sur le mode silencieux. Ça va aider beaucoup pour s'assurer qu'il n'y a pas de bruit de fond. Donc voilà pour les petits règlements domestiques. J'aimerais aussi mentionner que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir le rendre disponible en ligne dans environ une semaine pour les gens qui peut-être se seraient inscrits mais ne peuvent pas être présents. Et donc, ce sera affiché disponible sur notre site web pour la vue de tout le monde. Donc, est-ce que ça va pour le moment? S'il y a des problèmes de son aussi, indiquez-le dans la petite boîte de clavardage et puis on va régler ça au fur et à mesure. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, l'objectif principal du webinaire, c'est d'aider les collèges à améliorer la qualité des propositions et puis, évidemment, ultimement, les chances de réussite dans le concours. Les sujets qu'on couvrira aujourd'hui, en fait, ça va être un peu une perspective historique sur les soumissions et les taux de réussite au Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Un sommaire de notre processus d'évaluation, parce qu'évidemment, si on comprend bien comment les demandes sont évaluées, en général, ça nous met dans une meilleure position pour pouvoir écrire de meilleures demandes. Certaines observations qu'on a faites historiquement avec l'expérience qu'on a ici à l'interne à l'EFCI avec le Fonds Collège Industrie pour l'innovation, on a des petits trucs à vous transmettre, si vous voulez, pour améliorer vos demandes. Même chose du côté des évaluateurs, et puis on aura au cours de la présentation, puis à la fin aussi, une période de questions pour, pour vous. On y répondra avec plaisir. Donc, historiquement, comme vous le savez sans doute, il existe deux volets au Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Il existe le volet 1, qui est une demande d'acquisition d'infrastructures indépendante, donc une fois par année, un concours. La majorité d'entre vous ont soumis un avis d'intention pour ce concours-là et les demandes sont dues le 15 mai pour celui-ci. Mais on a aussi un deuxième volet qui est en collaboration avec le CRSNJ, avec le programme d'innovation dans la communauté et les collèges, le renforcement de l'innovation. Et ce que c'est, en fait, c'est un peu le même principe que le volet 1. Donc, il y a une demande d'infrastructure, mais qui est combinée à votre demande au programme de renforcement de l'innovation croissance du CRSNG. Donc, ça vous permet en même temps d'obtenir l'infrastructure de recherche et l'argent nécessaire pour financer les activités. Évidemment, l'avantage de ça, c'est que la portion FCI est un peu réduite en termes de critères d'évaluation parce que
la majorité de nos critères sont déjà couverts dans la portion du CRSNG. Donc, il y a clairement une synergie, un avantage à faire une demande conjointe à ce projet-là si vous demandez déjà ou avez l'intention de demander de l'argent au programme de renforcement de l'innovation croissance. Donc, les deux volets, volet 1 et volet 2, permettent au collège d'améliorer une capacité de recherche appliquée qui est déjà établie. Donc, ça, c'est bien important. Il faut démontrer des antécédents dans le domaine de la proposition. Et à ce jour, pour les deux volets, au Fonds Collège Industrie pour l'innovation, la FCI a investi presque 84 millions de dollars dans 93 projets répartis à travers le Canada. Donc, quelques petites statistiques et chiffres sur le Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, on vous présente dans le fond une série de statistiques qu'on a pensées peut-être intéressantes. Donc, ça vous donne en général le nombre de demandes soumises et le nombre de demandes qui a été financées pour chacun des concours au volet 1. Historiquement, vous voyez que le taux de réussite a oscillé entre, disons, 31-32% jusqu'à 75%, mais en général, on tourne autour d'environ 50%. Le taux de réussite, c'est le nombre de demandes financées par rapport au nombre de demandes totales reçues, tandis que le taux de financement, dans le fond, c'est l'argent qu'on a approuvé versus le montant total qui nous était demandé. Donc, deux statistiques légèrement différentes, mais qui vous informent quand même sur les taux de succès de nos concours. En général, pour le moment, le budget du Fonds Collège Industrie pour l'innovation au volet 1 est de 10 millions par année. Il y a quelques années, on avait publié un appel à soumettre des propositions qu'on voulait permanents. Donc, il y a eu seulement des changements mineurs qui ont été faits dans les dernières années et on avait annoncé à ce moment-là un budget d'environ 10 millions de dollars par année. Et si vous avez bien lu l'appel à soumettre des propositions, on est dans la dernière année de ce cycle-là. Donc, au total, depuis 2012, on a investi 61,8 millions dans le volet 1 du Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, il ne faut pas se le cacher, les standards d'excellence sont élevés pour pouvoir être financés au Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Il faut se rappeler évidemment que nos programmes, ce sont des programmes de fonds de contrepartie. Donc, la FCI finance un maximum de 40% du coût total de l'infrastructure. En général, les provinces vont financer un autre 40% et les partenaires le 20% restant. Donc, les partenaires misent évidemment sur la rigueur du processus d'évaluation de la FCI et les membres de comité sont donc avisés d'être sélectifs, sachant qu'une demande qui ne serait pas financée lors d'un concours peut être resoumise au concours suivant ou dans les concours suivants si vous désirez. Et la raison pour ça, c'est que, je vais en parler un petit peu plus tard, mais lors de notre processus d'évaluation, vous allez recevoir de la rétroaction, même si votre demande n'est pas financée. Donc, via les comités d'experts et via notre comité multidisciplinaire, vous allez recevoir deux rapports qui, on espère toujours, sont constructifs. On travaille fort pour qu'ils soient constructifs, puis vous permettent d'améliorer ensuite vos propositions et de resoumettre si c'est votre désir. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a financé plusieurs collèges au Fonds Collège Industrie pour l'innovation et que la grande majorité, pour le moment, n'ont qu'un seul projet financé avec le Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Par contre, on a des collèges, comme vous voyez, qui sont revenus, des cégeps qui sont revenus plusieurs fois et qui ont eu du succès à plusieurs reprises. Notre record est de 6 propositions financées au Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, on constate que les collèges ont tendance à bâtir la capacité de recherche en plusieurs phases. Donc, les collèges ont tendance à venir avec un projet, capitaliser, revenir quelques années plus tard, redemander d'autres infrastructures et ainsi garder une pertinence pour le secteur industriel avec qui ils sont partenaires. Donc, ce que je vous montre ici, je lui ai fait allusion un tout petit peu plus tôt,
c'est le taux de réussite des propositions soumises. Donc, on voit que les nouvelles propositions ont un taux de réussite de 46 %. Par contre, les resoumissions euh, montent à 63 %. Donc, parfois, c'est payant d'être patient et que ça vaut peut-être la peine de resoumettre une demande après un échec. Comme je vous le disais, on vous fournit de la rétroaction via les comités d'experts, les comités multidisciplinaires pour que vous puissiez améliorer vos demandes et ça semble porter fruit. Pour ceux d'entre vous qui sont présents et qui soit s'apprêtent à soumettre leur propre demande ou qui peut-être, leur première demande ou qui peut-être pensent à le faire dans les années suivantes, puis vous n'avez pas encore reçu de commentaires ou de rétroaction, vous trouverez probablement l'analyse que je vais vous présenter dans les diapos suivantes intéressante parce qu'on va parler des faiblesses les plus communes qui ont été notées par les comités d'experts, les comités multidisciplinaires. Mais vous pouvez aussi envisager de trouver des mentors, donc des gens dans des cégeps, des collèges qui ont déjà eu de l'expérience avec la soumission à la FCI, puis qui peuvent vous aider, soit vous guider dans le processus ou soit ne serait-ce que relire votre demande et puis vous apporter une perspective extérieure. Évidemment, si vous avez des questions tout au cours du processus, ben, nous, à la FCI, on est toujours ici pour répondre à vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas à appeler. Donc, je vais entrer un petit peu plus en détail dans le processus d'évaluation, mais avant ça, peut-être que c'est une pause naturelle pour les questions. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions à ce moment-ci? OK. On va continuer, puis si jamais les questions vous viennent, ben, soit levez votre main ou posez-les dans la boîte de clavardage. Donc, je vais vous résumer les grandes lignes de notre processus d'évaluation. Donc, pour le moment, on a reçu les avis d'intention pour le concours 2019 du Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, nous sommes en train de recruter les évaluateurs et de former des comités d'experts pour évaluer chacune des demandes qu'on recevra le 15 mai. Donc, je vous parlais tout à l'heure que M. Bussière était ici parce que le processus du Québec est un petit peu différent. Donc, pour les demandes qui proviennent des établissements québécois, la responsabilité de l'évaluation en ce qui a trait au comité d'experts, c'est délégué à la province du Québec qui ensuite le délègue au Fonds québécois. Donc, ce en quoi consiste l'évaluation des comités d'experts, c'est des experts dans le domaine que nous, on recrute basé sur l'information que vous avez fournie dans votre avis d'intention et, si nécessaire, que vous fournirez aussi dans votre proposition. Donc, ces experts-là, ces comités-là font un examen détaillé. On essaie, si possible, de regrouper des demandes qui ont des sujets communs. Ils font, dans le fond, un examen à la lumière de chacun des critères d'évaluation qu'on a. On en a 5. Ils vont discuter des forces et des faiblesses de chacun des critères pour chacune des propositions. Ça prend environ 1 heure par demande. Et ensuite, la FCI, ou dans le cas du Québec, chacun des fonds québécois, va rédiger un rapport du comité que le président de comité va ensuite approuver, comme de quoi ça reflète bien les discussions qui ont eu lieu et le consensus du comité. Donc, ensuite, la deuxième étape du processus d'évaluation, c'est un comité d'évaluation multidisciplinaire. Donc, à ce moment-là, ce comité-là fait l'évaluation de toutes les demandes, incluant celle du Québec, et de tous les rapports des comités d'évaluation qui ont été reçus par la FCI, environ 15 minutes par demande. Et ça, le comité évalue chaque proposition par rapport aux objectifs du concours. Et c'est ce comité-là multidisciplinaire qui fait les recommandations de financement au conseil d'administration de la FCI. Donc, par la suite, pour chacun des projets, la FCI va aussi rédiger un rapport que le président ou la présidente de comité approuve par la suite. Et les recommandations de financement sont transmises à notre conseil d'administration qui, eux, approuvent et décident dans le fond du financement qui est demandé.
Et suite aux décisions du conseil, les décisions sont communiquées par voie de courriel aux différents collèges. En général, ça se fait dans les jours qui suivent la rencontre du CA. Donc, ceci étant dit, un des points clés, je crois, qu'on peut vous transmettre, c'est qu'au moment de la rédaction de votre demande, tentez de vous mettre à la place des évaluateurs si vous voulez. Donc, si vous étiez un évaluateur et que vous lisiez votre demande, quel genre d'informations aimeriez-vous trouver dans la demande? De quelles informations auriez-vous besoin pour juger chacun des critères d'évaluation qui sont demandés dans la proposition FCI? Et on va y aller un petit peu plus en détail là-dessus. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des questions sur le processus d'évaluation en soi? Et Dani, si tu as quelque chose à ajouter, si tu veux le faire maintenant. Vas-y, Dani, je crois que ton micro est ouvert. Dani, si tu parles, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? J'avais oublié Oui! d'activer mon micro, désolé là. Ouais, je veux juste D'accord, apporter une vas-y. précision aux gens concernant le processus. Il y a comme c'est indiqué dans notre document que vous avez accès, là, le PDF. Il y a une étape là, entre le comité d'évaluation des comités d'évaluation et le comité d'évaluation multidisciplinaire au Québec qui s'ajoute. C'est-à-dire c'est un comité de pertinence au niveau ministériel qui approuve finalement au préalable les demandes qui vont être transmises à l'AFC pour le reste du processus. Donc, il y a cette étape-là qui s'ajoute. Puis ces comités-là prennent en compte le rapport de comité d'experts qui est produit à l'étape des comités d'évaluation des experts et du contenu du formulaire d'aide financière du Québec que vous devez remplir là, en vue de faire une demande d'aide pour obtenir le financement du gouvernement du Québec. Donc, et là, la différence avec les autres provinces, c'est qu'il y a vraiment ce comité-là va retenir ou refuser d'acheminer plus loin certaines demandes. Donc, il y a vraiment une étape là qui s'ajoute à ce stade-là. Ce que je peux vous dire, c'est jusqu'à présent, là, les taux de succès là, à franchir ces étapes-là sont très bonnes. Ils se basent essentiellement, principalement, sur le rapport de comité d'évaluation, sur la qualité de la demande au, euh, au niveau des 5 critères. Donc, c'est tout pour ce bout-là. D'accord. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on essaie, si possible, de regrouper les demandes en comité. Euh, En général, au Québec, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que disons que les domaines de recherche sont bien sélectionnés, sont bien spécialisés. Donc, c'est rare qu'on ait des domaines qui sont comment dire, concomitants. Par contre, il y a toujours un évaluateur de la FCI qui est là au niveau des réunions tenues par les fonds de recherche du Québec, évidemment pour s'assurer que le processus euh, correspond à ce qui est fait dans le reste du Canada. Et on collabore évidemment très étroitement avec le gouvernement du Québec dans le processus d'évaluation des demandes. Donc, pour que ce soit évidemment standard, peu importe si c'est le Québec ou que ce soit nous qui le fasse. Donc, Dany et moi, on se parle beaucoup ces temps-ci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pendant que j'ai les microphones ouverts sur nos processus d'évaluation? Donc, je vois pas d'autres mains levées, puis je vois pas de personne en train de je vois pas personne en train de taper dans le clavardage non plus, donc on va passer à la prochaine diapo.
Donc, comme je vous le mentionnais, les experts, eux, vont regarder 5 critères d'évaluation, tandis que le comité multidisciplinaire, lui, va vraiment s'attarder plus aux objectifs du Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, vous voyez ici comment chacun des critères, dans le fond, vient informer chacun des objectifs du concours. Donc, l'objectif 1, c'est vraiment centré sur les activités proposées avec les partenaires, donc la contribution à l'innovation dans les entreprises, et évidemment, l'infrastructure dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser les activités de recherche appliquées et les partenariats que vous proposez. Donc, on peut dire que c'est un objectif qui est plutôt prospectif et qui regarde ce que vous comptez faire. À l'inverse, disons l'objectif 2, c'est plutôt rétrospectif. On cherche à évaluer vos antécédents et comment ceux-ci vous positionneront pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Donc, qu'est-ce que vous avez présentement en termes de capacité de recherche et comment vous allez la renforcer? Et on s'attend du moins à ce que vous ayez déjà eu certains partenariats avec le secteur privé et que vous fassiez état, dans le fond, des succès de ces partenariats-là et comment ça vous positionne effectivement pour réaliser ce que vous proposez dans le futur. Et pour l'objectif 3, vous voyez que le critère est directement relié à l'objectif. On regarde les retombées anticipées de vos projets au sens large. Donc, oui, vous allez contribuer à l'innovation dans l'entreprise chez vos partenaires, mais ultimement, qu'est-ce que ça va amener pour le Canada et dans le cas des collèges québécois, pour le Québec aussi, incluant la formation de personnel hautement qualifié. Donc, je vais vous parler maintenant euh, de certaines observations qu'on a réalisées ici à la FCI en ce qui a trait des forces et des faiblesses de certaines propositions, puis vous tentez de vous donner du moins certaines pistes de succès pour la rédaction de vos demandes. Donc, dans le formulaire de demande, on vous demande de fournir 2 types de résumés. Le premier, c'est un sommaire en langage clair d'une demi-page, et ça, ce n'est pas évalué. Mais ce sera utilisé surtout à des fins de communication si votre projet est financé. Donc, on s'attend à ce que ce soit vraiment un langage pour que des gens qui sont non scientifiques puissent comprendre, dans le fond, les objectifs de votre projet puis les retombées potentielles. Le deuxième sommaire qu'on vous demande, qui est d'une page, c'est un sommaire qui est évalué en ce sens que c'est principalement utilisé par le comité d'évaluation multidisciplinaire. Et ça doit expliquer comment la demande rencontre les objectifs généraux du concours dont je viens de vous parler. Et dans un langage qui est plus simple et plus vulgarisé pour les membres du comité multidisciplinaire, bien que ces gens-là proviennent de plein de milieux différents, secteur privé, le monde collégial, des fois des organismes à but non lucratif ou même des sociétés d'État et tout. Ce sont des gens qui ont quand même des connaissances scientifiques, mais pas nécessairement dans le domaine spécifique de votre proposition. Donc, c'est important que ce sommaire-là soit clairement rédigé, puis amène une plus-value à votre demande. Ce qu'on a observé par le passé, c'est que souvent, ces sommaires-là ont peut-être tendance à être un peu un sommaire exécutif, si vous voulez, où les gens vont faire du copier-coller de d'autres sections de la demande. Donc, c'est un petit peu décousu. Ça reste du langage qui, en général, est un peu trop spécialisé pour les membres du comité multidisciplinaire. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous utilisiez ça pour souligner comment votre proposition répond aux 3 objectifs du concours et puis mettre la table, si vous voulez, au reste de votre demande. Il y a une deuxième petite particularité. Si votre demande comporte de l'infrastructure de calcul informatique de pointe,
On vous demande et que ce coût-là est de 100 000 et plus, on vous demande de consulter Calcul Canada. Le site web qui est indiqué ici va vous amener à un processus bien défini que Calcul Canada a pour les demandes qui sont acheminées à l'FCI et qui contiennent de l'infrastructure de calcul de pointe. Donc, on vous demande de parler avec Calcul Canada et de voir si eux ne peuvent pas répondre aux besoins que vous avez en termes de calcul informatique de pointe, histoire de ne pas dupliquer des ressources qui sont déjà existantes. Si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, soit poser une question, soit contactez-nous après, puis on pourra vous guider dans ce processus-là aussi. Donc, ce qu'on constate de notre côté à l'AFCI au niveau de l'utilisation de l'infrastructure, c'est que cette partie-là est peut-être un petit peu moins bien comprise et réussie par les établissements. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de préciser si l'équipement figurant dans la liste détaillée est principalement utilisé pour soutenir des activités de recherche ou pour d'autres fins. Par exemple, ça pourrait peut-être être des fins cliniques, des fins éducatives ou autre chose, à démonstration par exemple. Parce que nous, ce qu'on finance, c'est vraiment de l'infrastructure pour la recherche. Dans votre cas, recherche appliquée avec des partenaires du secteur privé. Donc, on veut vraiment savoir si vous allez utiliser cette infrastructure-là à 100% pour de la recherche appliquée. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi admissible. La seule chose qui doit arriver, c'est que le budget doit être présenté au prorata. Par exemple, si vous prévoyez utiliser votre infrastructure à 80% pour la recherche et 20% à des fins de formation en classe, vous pouvez au prorata réclamer 80% du coût total de l'infrastructure à la FCI. La petite précision concernant la formation, c'est si c'est de la formation qui est articulée autour d'un projet de recherche appliquée ou de développement technologique, qui souvent est fait en collaboration avec vos partenaires et puis qui vise l'innovation dans les entreprises, ça, c'est des activités de formation qui sont admissibles parce que c'est de la formation par la recherche. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire le prorata. Mais si c'est pour être de l'enseignement, par exemple, en groupe classe ou des choses comme ça, là, il faut faire le budget au prorata. Encore là, si vous n'êtes pas certain, vous avez besoin d'aide, contactez-nous, on pourra vous aider. C'est toujours plus facile de le faire avant que la demande nous soit soumise que d'avoir à le faire par après. Et c'est quelque chose qu'on vérifie d'ailleurs. Voilà. Donc, une autre section pour laquelle on aimerait apporter des précisions, c'est celle de la contribution des partenaires admissibles. Donc, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, le Fonds Collège Industrie pour l'innovation et la majorité des programmes d'infrastructure de la FCI, c'est des programmes de contrepartie où la FCI contribue 40% au coût total de l'infrastructure qui est demandée, avec dans votre cas 40% qui vient de la province et 20% qui doivent venir de partenaires. Et par partenaire ici, on a un grand éventail de ce qu'on définit comme étant des partenaires admissibles. Et ça peut être par exemple votre cégep, votre établissement qui fournit en argent le 20% restant. Ça peut être des œuvres de charité, donc des organisations caritatives ou des choses comme ça. Ça peut aussi être souvent, ce qu'on voit, des rabais de fournisseurs. Le bémol sur les rabais de fournisseurs, c'est que ce se doit d'être des rabais qui sont supérieurs et au-delà des rabais éducatifs que vous obtenez normalement pour l'achat de ces équipements-là. Mais c'est ce qu'on voit le plus souvent. Euh, si c'est votre cas où il y a des partenaires qui sont prêts à vous consentir des rabais spécifiquement pour ce projet-là FCI sur l'achat d'infrastructures, ça ne veut pas dire que ces fournisseurs-là doivent participer nécessairement à la recherche. Ça ne vous empêche pas qu'ils le fassent non plus, mais généralement, les partenaires qu'on voit là comme contribuant au coût de l'infrastructure ne sont pas nécessairement les partenaires avec qui vous allez faire vos activités de recherche appliquées. Des fois, c'est le cas, mais moins souvent, je dirais.
Et lorsque vous remplirez le tableau, on vous encourage à regrouper dans le fond toutes les contributions en nature totale sur une seule ligne. Donc, les ressources financières pour l'exploitation et la maintenance, c'est aussi une section où on observe des fois des petites faiblesses. Donc, on va vous les mentionner pour que ce soit, pour que ce soit réglé. Donc, on vous demande dans cette section-là de remplir un tableau où vous estimez les ressources nécessaires pour assurer l'exploitation et la maintenance des équipements que vous demandez. Évidemment, c'est très important. Si vous demandez un équipement puis qu'on le finance, la FCI s'attend à ce que cet équipement-là soit utilisé, soit entretenu et maintenu pour la durée de sa vie utile. Et souvent, la durée de la vie utile peut être relativement longue pour les équipements qu'on voit demander dans le Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, on a vu plusieurs exemples de propositions dans lesquelles les coûts d'exploitation étaient largement sous-estimés. On sait très bien que c'est un aspect de la proposition qui est peut-être un petit peu plus facile, un petit peu plus difficile, si vous voulez, à estimer, en ce sens que souvent, c'est peut-être plus difficile de savoir dans 10 ans, par exemple, d'où vont provenir les sous pour exploiter et maintenir l'infrastructure. Il y a des cas où c'est facile à prédire, mais souvent, il faut se gratter la tête un petit peu. Donc, par contre, comme je vous disais, c'est un aspect qu'on voit dans les demandes qui est souvent raté. Donc, ça vaut la peine de se poser les bonnes questions puis de savoir d'où vont provenir les sous, mais aussi quelles sont les ressources nécessaires pour vraiment exploiter puis maintenir ces équipements-là. La durabilité à long terme des équipements qu'on contribue à financer, c'est au cœur de nos préoccupations, surtout que c'est de l'argent public. Donc, on veut vraiment s'assurer que si on finance de l'infrastructure chez vous, que vous allez être en mesure de bien la faire fonctionner correctement et pour longtemps. Donc, ça prend des sous, ça prend de la main-d'œuvre, des fois, ça peut prendre d'autres choses, des fournitures qui sont, par exemple, des gaz, de l'hélium, des choses comme ça. Donc, il faut penser à tous ces aspects-là et les indiquer dans cette section-là. Donc, à cette fin, comme je vous disais, c'est une préoccupation qui est centrale à l'FCI, la pérennité des infrastructures. Donc, on fournit 30 de notre contribution, en fait, un 30 supplémentaire à notre contribution pour assurer la maintenance des équipements. C'est pas en général suffisant pour combler le budget d'exploitation, mais ça donne certainement un coup de pouce. Donc, on appelle ça le fonds d'exploitation des infrastructures. Donc, du moment où vous êtes financé par la FCI, on prend 30 de notre contribution en supplément et on le donne à votre établissement pour aider justement à l'exploitation et la maintenance. Lorsque vous complétez le tableau, et ça c'est important, considérez l'année 1 du tableau comme étant la première année où l'infrastructure va être mise en service. Donc, pour certains types d'infrastructures, des fois, il y a des coûts qui vont être encourus avant même que l'infrastructure soit mise en service. Mais en général, on voit ces coûts-là apparaître évidemment au moment où l'infrastructure se met à être fonctionnelle et utilisée. Donc, utiliser vraiment la première année de l'infrastructure comme année 1 dans le tableau. Et évidemment, les évaluateurs en général s'attendent à ce que vous référiez aux coûts figurant dans le tableau dans votre texte. Donc, il faut expliquer, par exemple, les ressources financières, les ressources humaines dont vous aurez besoin pour probablement opérer et maintenir votre infrastructure. Il faut le décrire parce que les évaluateurs, évidemment, cherchent à savoir si vous avez considéré l'ensemble des choses nécessaires pour pouvoir utiliser l'infrastructure correctement. Il y a également une section qui s'applique pas à tous les projets, mais si c'est applicable pour vos projets, c'est-à-dire si ça comporte de la construction ou de la rénovation, on exige que vous soumettiez les plans d'étage, dans le fond. Donc, il y a une section spécifique pour ça. Vous devez soumettre un document PDF. Mais la section plan d'étage, évidemment, c'est destiné
uniquement au plan d'étage. Donc, s'il y a de l'information supplémentaire là-dedans, si vous pensez utiliser des pages, quelques autres pages pour pouvoir expliquer davantage votre projet, on les retire de la proposition. Donc, la section plan d'étage, tenez-vous là pour dire si c'est pour des plans d'étage et rien de plus. Donc, pour la section des critères d'évaluation, c'est aussi un document PDF qu'on vous demande de joindre dans notre système en ligne. C'est vraiment le cœur de votre demande. Donc, chaque critère contient un certain nombre d'éléments qui doivent être abordés dans la proposition. Et évidemment, si vous ne traitez pas de tous les éléments requis dans votre proposition, elle s'en trouve affaiblie. Donc, ça consiste en un document de maximum 20 pages, mais où vous avez la liberté de présenter votre projet comme vous le désirez. Donc, il n'y a pas de répartition, si vous voulez, ou de sous-répartition entre chacun des critères. C'est à vous de décider comment vous répartissez l'espace des 20 pages entre du texte, des graphiques, des schémas, si le cœur vous en dit, puis de quel espace vous avez besoin pour traiter chacun des critères d'évaluation. Donc ça, c'est libre à vous pour vous donner la liberté nécessaire à raconter, dans le fond, l'histoire de votre proposition d'infrastructure. Évidemment, je pense qu'on ne le dira jamais assez souvent, dans l'appel à soumettre des propositions, puis dans les lignes directrices, on vous parle de chacun des sous-critères. Prenez le temps de les considérer. Vous les avez même, je ne les traiterai pas en détail aujourd'hui, mais vous les avez à la fin de la proposition, chacun des critères, chacun des aspects. Donc, prenez le temps de les aborder, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de vous assurer que vous répondez aux questions. Ça a l'air tout simple, mais c'est tellement efficace et on a tendance à voir qu'effectivement, c'est peut-être pas tout le temps où c'est réussi. Je vois que Dani a la main levée. Je vais accorder la parole à Dani. Oui, Vas-y, Dani. bonjour. Je veux juste rappeler aux gens aussi l'importance de respecter l'ordonnancement des différents critères dans la section là, qui traite des critères d'évaluation. C'est beaucoup plus facile par les experts de suivre tels qu'ils sont demandés le contenu associé aux critères d'évaluation. Oui, effectivement. Et on voit aussi dans certains cas que souvent, il y a de la répétition entre les sections, comme si les gens ont peut-être l'impression que les évaluateurs, au fur et à mesure qu'ils vont lire la demande, qu'ils vont oublier ce qu'on a dit dans la première section ou pas. Donc, éviter les répétitions superflues, ça rend la lecture des demandes lourde et c'est pas nécessairement efficace pour passer votre message que de répéter la même chose tout le temps. Encore là, ça semble évident, mais on le voit quand même assez souvent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce point-ci? Avant que je me lance dans, disons ça, c'était la portion où ce que nous, on voit à l'FCI d'un côté administratif. La prochaine portion, c'est vraiment ce que les évaluateurs constatent. Donc, si à ce point-ci, il n'y a pas de questions, je vais poursuivre, mais d'accord. De toute façon, comme je vous disais, on est là pour répondre non seulement à la fin du webinaire, mais après aussi, on est toujours disponible. Donc, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête plus tard, n'hésitez pas. Donc, quelques-uns de mes collègues très, très intelligents ici, très, très intelligentes, ont fait une analyse qualitative l'an dernier. Donc, c'est le petit bémol. On ne l'a pas refait cette année, mais la substance est la même. Des observations des évaluateurs. Donc, pour vous donner une idée, disons, pour les demandes qui étaient non financées, sous quels aspects ça accrochait et pourquoi. Donc, vous avez ici le top 6, si vous voulez, des raisons évoquées par les évaluateurs qui ont ultimement mené au non-financement des propositions. Donc, vous voyez que pour
dans 83% des cas, l'infrastructure n'était pas bien justifiée. Donc, l'infrastructure, c'était pas clair pourquoi elle était nécessaire pour réaliser les activités proposées ou pourquoi cette infrastructure-là spécifiquement avait été choisie pour réaliser les projets. Donc, c'est assez marquant, je dirais, comme statistique. La deuxième raison, c'était un manque de précision sur la recherche appliquée. Donc, les évaluateurs ne savaient pas nécessairement euh, où il n'y avait pas assez de détails sur ce qui était proposé en termes d'activité de recherche pour pouvoir juger de leur pertinence et même de leur faisabilité. Donc, ensuite, vous voyez qu'il y avait un manque de précision sur les contributions des partenaires à la recherche. Donc, oui, vous proposez d'acquérir l'infrastructure pour réaliser des projets, mais pourquoi avez-vous choisi ces partenaires-là? Comment vos partenaires vont contribuer à la recherche appliquée? Souvent, c'est quelque chose qu'on voit qui est soit absent ou mal décrit. Ensuite, un manque de précision sur les résultats antérieurs en innovation dans les entreprises. Donc, on voit que vous avez potentiellement eu des partenariats dans le passé, mais c'est pas clair en quoi ça a résulté. Donc, ça c'est vraiment au niveau de l'objectif 2, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est important de décrire, dans le fond, oui, vous avez une capacité de recherche qui est déjà là, qui est établie. Vous avez fait des partenariats, mais qu'est-ce qui en est ressorti? Vous voyez aussi une autre raison, c'est que dans le premier critère, on vous demande, dans le fond, de faire une consultation avec les parties prenantes, justement pour savoir comment vous avez identifié que un secteur industriel quelconque avait besoin de soutien que vous pouvez offrir et souhaitez offrir avec votre demande d'infrastructure. Souvent, il y a un manque d'informations sur ce processus-là par lequel vous avez déterminé pourquoi et comment vous allez servir les besoins de votre communauté avec votre recherche appliquée puis vos infrastructures. Et au même niveau, souvent, on voit, les comités d'experts voyaient un faible potentiel d'innovation. Donc, vous avez là, je dirais, les raisons principales de non-financement. Euh, Encore là, ça semble évident, mais je pense que ça fait du bien de se les faire rappeler une fois de temps en temps. Puis, comme la présentation, puis la présentation, puis le webinaire vont être disponibles, vous pouvez y revenir aussi lorsque vous serez en rédaction de votre proposition. Donc, je vais y aller un petit peu plus en détail. Donc, l'analyse qui a été faite avec un logiciel d'exploration de données, on a été capable d'y aller dans le fond critère par critère, puis de pouvoir recenser ce qui avait le plus souvent causé l'échec de certaines propositions. Donc, l'idée pour ce critère-ci, qui est le premier critère, qui est vraiment la contribution à l'innovation dans les entreprises, c'est de mettre l'accent sur vos plans futurs et le processus par lequel ceux-ci ont été déterminés. Puis assurez-vous que vos descriptions fournissent un niveau de détail suffisant pour les experts dans le domaine qui jugeront de la faisabilité des activités. Donc, évidemment, les experts ici évaluent si les activités de recherche appliquées ont été déterminées en fonction des besoins exprimés par le secteur que vous servez et comment vous avez tiré cette conclusion. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de parler des processus, justement, par lesquels vous avez déterminé qu'un secteur avait besoin de votre appui puis de votre expertise en matière de recherche appliquée. Donc, il faut décrire ce processus-là. Puis, les experts doivent aussi être en mesure de déterminer la faisabilité de chaque activité de recherche appliquée que vous proposez, afin de déterminer évidemment les chances que ça se concrétise et que ça se réalise et que ça amène à vos objectifs d'innovation puis aux objectifs d'innovation de vos partenaires également. Évidemment aussi comprendre l'étendue de l'engagement de vos partenaires dans les projets. Donc,
Ce qu'on tient à vous rappeler ici, c'est que les activités de recherche appliquée que vous proposez devraient servir un secteur industriel plutôt que des entreprises individuelles ayant des besoins très spécifiques. Ce qu'on veut éviter, c'est d'acheter pièces d'équipement X qui va servir à réaliser un projet avec entreprise Y et que lorsque celui-ci sera terminé, l'équipement va potentiellement demeurer inutilisé. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à regarder des secteurs plutôt que d'y aller entreprise individuelle par entreprise individuelle. Et évidemment, quand on vous demande de parler de vos partenaires, là, vous pouvez y aller évidemment de façon individuelle, mais on veut ultimement que vous ayez un parc d'équipements qui va vous amener à non seulement servir vos partenaires actuels, mais à servir ceux auxquels vous n'avez pas nécessairement encore pensé puis qui pourraient venir vous voir dans le futur. Donc, je pense que c'est très important de se rappeler ce concept-là quand vous allez rédiger votre demande. Ensuite, je vais vous montrer dans le fond les faiblesses les plus couramment vues dans cette section-là. Donc, vous avez deux couleurs. En violet foncé, c'est ce que les comités d'experts ont noté. Et en, disons, violet, en lilas, vous avez ce que le comité d'experts et le comité d'évaluation multidisciplinaire ont noté. Donc, c'est beaucoup d'informations, mais comme je vous dis, c'est disponible si vous le téléchargez ou si vous revenez par la suite sur le site web pour voir la présentation. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur la première, c'est-à-dire que et les comités d'experts et les comités multidisciplinaires souvent ont noté un manque de précision sur les activités de recherche appliquées. Et je dirais que ça, c'est très important parce que si on ne sait pas quelles sont les activités de recherche appliquées ou s'ils sont mal décrites, c'est très difficile par la suite de pouvoir juger de leur impact, de leur faisabilité et la chaîne qui s'ensuit. Donc, vous pourrez prendre le temps de les regarder en détail. Un autre petit point qui est ici, 17%, c'est mineur, mais souvent c'est un facteur, c'est mineur en termes de fréquence, mais en termes d'importance, c'est souvent majeur quand il y a un manque de précision sur les préoccupations relatives à la réglementation et à la sécurité. Par exemple, si vous avez des projets qui sont liés par certaines lois, par exemple environnementales, en termes de biosécurité, gestion de matières dangereuses, des choses comme ça, c'est important d'en faire état puis de démontrer aux experts puis aux comités multidisciplinaires que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Parce que souvent, euh, peut-être que vous le savez implicitement puis que ce n'est pas mentionné dans la demande, mais le comité, lui, ne peut pas le savoir. Donc, c'est vraiment important si vous avez ce type de recherche appliquée-là où c'est très réglementé et cadré, par exemple l'éthique de la recherche, je ne sais pas, avec les êtres humains aussi, les animaux. Euh, vous devez faire état du fait que vous êtes au courant des restrictions, comment vous allez vous y conformer et voilà. Donc, comme je vous disais, en nombre, pas très fréquent, mais en importance, souvent, euh, c'est une faiblesse majeure qui mène au non-financement des propositions. Pour ce qui est du critère infrastructure, assurez-vous de décrire, et là, ça semble évident, mais je vous le répète quand même, assurez-vous de décrire chaque article ou pièce d'équipement demandé, ainsi que ses principales caractéristiques. Même chose s'il y a une composante construction ou rénovation. Euh, et là, ça fait référence aussi au plan d'étage. C'est pas suffisant de juste parler de l'espace. Sans niveau de détail suffisant, les experts, évidemment, ne seront pas en mesure d'évaluer si l'équipement ou l'espace de recherche est bien adapté aux activités proposées. Par exemple, si vous demandez à l'EFCI de financer une cuisine de recherche, par exemple, ben, c'est pas suffisant de dire j'ai besoin de 3 malaxeurs puis 4 fours. Puis j'ai besoin de faire des rénovations pour intégrer tout ça.
Donc, il faut déterminer pourquoi vous avez besoin de ça, pourquoi vous en êtes arrivé à ce nombre-là. Est-ce que c'est dû au nombre de partenaires? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de faire du simultané, duplicata, triplicata et des choses comme ça? Donc, il faut vraiment expliquer au comité pourquoi vous avez décidé de chaque composante d'infrastructure, comment ça va vous servir et ultimement comment ça répond à vos besoins. Donc, pareil, et il faut toujours s'assurer que ce que vous allez écrire, dans le fond, dans la portion budget, donc les items, chaque article, ligne par ligne, que quand vous écrivez le texte sur la section budget, évidemment que les deux concordent. Donc, si vous parlez d'un côté que dans la section budget, que vous allez acheter quatre fours, par exemple, et tout d'un coup, dans la section budget, on voit qu'il y en a seulement un de listé. Là, les experts vont se poser la question à savoir c'est lequel. Est-ce que c'est un? Est-ce que c'est quatre? C'est quoi le vrai chiffre, le vrai besoin et tout. Donc, il faut être vraiment précis. Il faut préciser les caractéristiques, évidemment, des articles. Euh, il y a quelqu'un qui a du background, fait que je vais couper les micros puis je vais les réouvrir tout à l'heure, d'accord? Voilà. Donc, évidemment, ce qu'on demande, nous, aux évaluateurs, c'est de juger de la pertinence des articles pour mener les activités proposées et s'assurer, évidemment, que ça répond à la méthodologie que vous aviez décrite. Donc, il faut vraiment être précis, il faut vraiment décrire non seulement ce que c'est, mais le pourquoi aussi. Donc, c'est bien illustré par les différentes faiblesses identifiées par le comité d'experts. Encore là, vous voyez que la première faiblesse est identifiée autant par les comités d'experts que par le comité multidisciplinaire. C'est que l'équipement n'est pas assez justifié, que le lien avec la recherche qui est proposée est flou ou absent, ou ça arrive aussi qu'on voit que c'est le mauvais équipement qui est demandé pour les activités qui sont proposées. Donc, c'est vraiment un critère qui est important et il faut vraiment prendre le temps de justifier ce qui est demandé et pourquoi chaque chose a sa place dans le parc d'équipement. Donc, dans le cadre de l'objectif 2, le troisième critère, c'est le renforcement de la capacité de recherche appliquée. Ici, les experts et le comité multidisciplinaire cherchent à comprendre sur quoi va se bâtir la proposition en termes de ressources humaines matérielles, puis évaluer dans le fond où vous êtes, puis le saut que ça va vous permettre de faire si vous obtenez le financement de la FCI. Je l'appellerais le delta si vous voulez, là. Donc, comment ça va vous permettre d'aller vers l'avant puis de grandir dans vos activités de recherche appliquées. Donc, c'est bien important de souligner quel laboratoire, quels équipements, mais aussi quelles ressources vous avez en place et comment ça va soutenir les activités et comment ce sera bonifié par les nouveaux équipements demandés. Pour ce qui est de la liste des participants clés, assurez-vous de bien expliquer en quoi ils ont toute l'expertise nécessaire pour mener le projet à bien, incluant l'expertise ou l'expérience pour tirer profit des équipements que vous allez demander. Si, par exemple, vous êtes déjà conscient que vous avez certaines lacunes en termes d'expertise, gênez-vous pas pour écrire que vous êtes en processus de recrutement, par exemple, pour aller chercher quelqu'un avec l'expertise précise. C'est tout à fait légitime d'inclure ça dans votre demande, ou par exemple un programme de formation ou des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est ce qu'il y a présentement dans votre établissement pour supporter la recherche appliquée. Donc, vous voyez les faiblesses identifiées par les comités d'experts. Souvent, ce qu'on voit, c'est un manque d'experts ou manque d'expertise, si vous voulez, pour bien exploiter l'infrastructure qui est demandée. Ou encore, les comités jugent qu'il y a une masse critique d'experts qui est insuffisante à l'établissement. Concernant les partenariats avec le secteur privé, donc évidemment ici, c'est vraiment les antécédents de partenariat dans le domaine de la proposition. Et c'est un peu en opposition
à la section contribution à l'innovation des entreprises, où là, on vous demande plutôt vos plans futurs. Donc, lisez bien, comme je vous disais, les différents aspects à aborder, puis répondez-y pour la section des partenariats. Donc, les évaluateurs, dans le fond, ce qu'ils vont chercher à savoir, c'est si vous avez réussi vos projets passés dans le secteur d'activité ou dans le domaine d'expertise, même si c'est des résultats préliminaires. Donc, on s'attend à ce que ce soit un domaine d'importance stratégique pour votre établissement. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait eu déjà certaines activités puis certaines conclusions, si vous voulez, qui ont été atteintes dans vos activités. Ça doit être évident en lisant cette section que vous apportez des expériences passées qui sont liées au projet que vous proposez. Souvent, il y a une tendance à fournir des statistiques sur les partenariats des collèges, des cégeps, des CCTT en général, tellement vastes, mais c'est difficile de voir le lien avec la proposition. Donc, souvent, c'est peut-être mieux de cibler ce genre d'informations-là sur la demande en soi plutôt que de donner des grandes statistiques qui sont très générales puis qui, ultimement, n'informent pas les experts. Donc, vous le voyez par les faiblesses identifiées, 48% des cas, les experts ont jugé qu'il y avait un manque de précision sur les résultats antécédents, mais pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que vous avez amené, vous, à vos partenaires et comment vous les avez aidés à avoir du succès? Donc, les retombées pour le Canada et pour le Québec. Donc, si vous vous rappelez du début de la présentation, le critère est en adéquation parfaite avec l'objectif du fonds. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous concentrer sur les retombées à moyen et long terme qui vont au-delà des résultats en matière d'innovation dans les entreprises. Donc, par exemple, justement, la formation de personnel, par exemple, est-ce que vous allez impliquer des étudiants dans vos projets? Comment vous allez les impliquer? Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser l'infrastructure? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en termes de formation? Comment ça va les aider à se trouver peut-être un emploi lors de leur graduation? C'est important d'écrire les impacts sur la région et le secteur de l'industrie ou même sur d'autres secteurs, par exemple, puis voir plus large que les résultats pour l'entreprise elle-même. Donc, évidemment, c'est à plus moyen et long terme, mais il faut aussi rappeler que même si on parle de retombées pour le Canada, pour le Québec, il n'y a pas nécessairement d'attente à ce que vos activités aient un impact à la grandeur du pays. Si vous avez un impact local sur un secteur précis de l'industrie, c'est très correct. Si vous avez un impact régional, tant mieux. Puis si vous avez un impact qui est plus large que ça, écrivez-le aussi. Mais je voulais juste vous donner un peu les différents niveaux. Là, retombé pour le Canada, ça a l'air très grand, mais ça n'a pas besoin d'être pour le Canada au grand complet. Si vous avez un impact local puis vous êtes capable de soutenir une grappe d'entreprise, par exemple, et les aider à innover puis à rester compétitifs, c'est le genre de choses qu'on veut trouver dans cette section-là. Donc, voilà. Évidemment, ce qu'on trouve comme étant les faiblesses les plus souvent importantes, c'est que le plan pour former le personnel hautement qualifié, soit que c'est pas bien détaillé ou soit que c'est carrément inapproprié. Je vous mentionne la deuxième dans ce cas-ci, souvent qui est un manque de précision sur les retombées. Donc, vous pouvez regarder les autres, mais ces deux-là sont souvent clés. Donc, voilà. Au niveau du comité multidisciplinaire, donc, c'est ma dernière vraie diapo, fait que je vais vous la montrer, puis on va ouvrir les micros pour les questions par la suite. Mais c'est beaucoup d'informations.
Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir les comités d'experts et les comités multidisciplinaires ensemble, on a vraiment fait ressortir les faiblesses identifiées seulement par le comité d'évaluation multidisciplinaire. Donc, une fois que ce comité-là voit toutes les demandes qui ont été soumises dans le même concours, c'est les demandes ou les faiblesses qui sont là sont celles qui ont souvent mené au non-financement des propositions. Comme vous le voyez, dans 61% des cas, c'est que l'équipement n'est pas bien justifié. C'est tout à fait logique. C'est un fonds d'infrastructure si ce n'est pas bien justifié. Disons que ça rend les propositions plus faibles. Même chose pour les partenariats qui sont soit faibles ou on a une absence de plan d'engagement des partenariats stratégiques. 57% des cas, évidemment, c'est le fonds collège industrie pour l'innovation. Donc, si les partenariats sont faibles, évidemment, c'est difficile de justifier un financement. Mais généralement, ce qu'on entend chaque année, comme je vous le disais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de répétitions dans le texte. Donc, assurez-vous que une fois que vous avez traité d'une section, vous passez à la suivante. Et petit truc, évidemment, ben, si vous êtes capable de faire des schémas et tout, ben, c'est toujours bien apprécié de la part des évaluateurs. Souvent, ça aide à bien résumer, bien synthétiser le texte qui est parfois un peu pesant. Donc, à ce point-ci, on va ouvrir les micros. Vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage. Je me rends compte que j'ai parlé beaucoup. Il est 2h31. Donc, nous, on a tout le temps que vous voulez pour répondre aux questions. Donc, allez-y. Dani, aussi, s'il y a des choses que tu voudrais ajouter, n'hésite pas. On a des questions. Si vous avez des questions, levez votre main et je vais vous donner accès pour que votre microphone fonctionne. Il ne semble pas y avoir beaucoup de questions pour l'instant. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous rappeler que deux petites choses. Ceux parmi vous qui ont soumis un avis d'intention et qui vont soumettre une proposition, elle est due le 15 mai. Vous devez soumettre la proposition dans notre système en ligne de gestion des contributions de la FCI, le SGCF. Et vous devez aussi soumettre une lettre de présentation de la proposition que vous trouvez en annexe dans les lignes directrices. Ceux d'entre vous qui n'ont pas soumis d'avis d'intention et qui considèrent le faire dans le futur, j'aimerais vous rappeler que pour être admissible au financement de la FCI, on doit passer à travers un processus qui s'appelle le processus d'éligibilité. Donc, on doit vous rendre admissible, si vous voulez, à recevoir du financement de la FCI avant même que vous soumettiez votre premier avis d'intention. Donc, si vous avez, vous pensez dans le futur soumettre un avis d'intention et une demande, que ce soit volet 1, que ce soit volet 2, vous avez toutes nos informations de contact ici sur la diapo. Contactez-nous pour vérifier de l'admissibilité de votre cégep ou pas. Et à ce moment-là, on pourra vous guider à travers le processus là, pour gagner votre admissibilité et puis pour vous permettre ensuite de pouvoir soumettre des demandes. Du moment où vous gagnez vous obtenez votre admissibilité à la FCI, vous avez un point de contact, une personne ressource qui vous est automatiquement assignée. Donc, vous avez un point de contact unique. Vous appelez toujours la même personne à la FCI. Donc, vous avez des gens précis avec qui vous faites affaire. Donc, c'est bien avantageux dans ce sens-là. Je vois qu'on a une question dans le clavardage. À combien estimez-vous la charge de travail pour monter une demande FCI en termes d'heures approximativement? Ouf. C'est une très bonne question. Je regarde, je regarde mes collègues. Je pense que ça varie beaucoup selon si c'est votre première demande ou si vous êtes un abonné de la FCI, un habitué de la FCI. Peut-être que en fait, les autres collègues qui sont à l'écoute ont peut-être des suggestions ou des éléments de réponse pour vous aider. J'ai malheureusement vraiment pas de, j'ai pas de chiffres à vous donner.
Euh, Ça dépend aussi du temps et des ressources que vous voulez lui investir. Euh, voilà. Et excellente idée de la part d'un collègue ici ou d'une collègue. Mais merci. Je vois qu'il y a une autre question qui s'en vient ici. Parfait, merci. Comme je vous disais, vous voyez ici l'adresse courriel qui est une boîte commune au Fonds Collège Industrie pour l'innovation, fcei@innovation.ca, innovation.ca, je m'excuse. Euh, Si vous cherchez, vous pouvez utiliser celle-là, mais si vous cherchez sur notre site web aussi, vous allez avoir mes coordonnées, mireille.labrie@commercial-innovation.ca, celle de ma collègue Claudia Fall, claudia.fall, F-A-L-L, at innovation.ca, et aussi Ryan, qui je crois vous a envoyé un petit rappel tout à l'heure avec un nouveau lien, donc vous pouvez contacter chacun d'entre nous, puis on va se faire plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, si, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois pas personne avec la main levée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure la présentation. Comme je vous rappelle, si vous voulez downloader, je m'excuse, l'anglicisme, télécharger les deux documents, notre présentation et aussi le processus Québec, vous les avez tout en haut à droite de votre écran. Si pour quelque raison que ce soit, ça ne fonctionne pas, dites-nous-le, puis on va vous les envoyer par courriel aussi. Et écoutez, ça me fait plaisir. Toujours intéressant de parler avec avec les établissements et puis de vous transmettre l'information qu'on a. Et je vous